Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Dans cette mise au point qui portera le numéro 11 dans sa série, bien que j'ai pas trop le temps, je veux tout de même faire un point à chaud sur le décès probable d'Evgeny Prigojine, survenu hier, mercredi 23 août 2023. Date d'ailleurs assez intéressante puisqu'elle marque à la fois 2 mois euh, après le mouvement, la tentative de putsch, ou du moins la rébellion armée de Wagner, donc avec Prigojine à l'époque à sa tête, et parce qu'on est aussi à 1 ou 2 jours près, 2 ans de l'assassinat de Daria Dugina. On verra pour la suite pourquoi cet anniversaire-là me paraît à moi plus important, pourquoi je trouve particulièrement intéressant les parallèles qu'on peut constater entre ces deux assassinats, à supposer que Evgeny Prigojine soit mort hier dans la chute de son jet, et à supposer évidemment que cette chute ait été provoquée. Rien de tout cela n'est confirmé pour l'instant et pour ma part, je ne suis pas en mesure d'apporter d'éléments nouveaux. Ce n'est d'ailleurs pas mon métier, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, je ne suis pas un journaliste d'investigation, je ne suis pas allé pirater le site du FSB pour découvrir que je ne sais quoi. Ce que je voulais commenter ici, ce sont les réactions politico-médiatiques à cet événement encore mal défini. Ce qu'on sait pour l'instant, tout ce qui est absolument certain pour l'instant, c'est que le dit avion, le dit jet s'est écrasé hier à proximité de la ville de Tver, après avoir quitté Moscou à destination de Saint-Pétersbourg, et que le nom de Yevgeny Prigojine, ainsi d'ailleurs que celui de son bras droit Dimitri Ouskine, figurent tous deux sur la liste des passagers. Alors, s'agissant de ces réactions politico-médiatiques, pour celles qui ont eu lieu en Occident, je les suppose plus ou moins connues de mon public. Je parle des réactions francophones, mais aussi des réactions dans le monde anglophone auxquelles vous avez peut-être accès. Mais je trouve tout particulièrement intéressant de les comparer aux réactions qu'on a pu observer en Russie. N'ayant pas eu le temps moi-même de faire un tour d'horizon complet de ces réactions russes, je me baserai sur eh bien, un autre blogueur qui, lui, a fait le travail. Il faut dire qu'il est spécialisé dans ces questions russes. Il s'agit de Roloslavski. Roloslavski, je placerai en description un lien vers son blog. C'est un blog Substack en anglais et l'un de ces anglophones, probablement un Américain, je ne connais pas les détails biographiques, donc qui se situait dans la sphère du journalisme pro-Kremlin, en gros jusqu'au début de la grande réinitialisation, et qui, à partir donc de la mise en place du covidisme et surtout du chapitre ukrainien de la réinitialisation, comme son, on peut dire ami, je pense, en tout cas contemporain, collègue, un parmi les Américains de Moscou, Edward Slavsky. Roloslavski a lui aussi, entre guillemets, claqué la porte et quitté la Russie. Et il tient depuis lors un blog dont les positions sont assez singulières, mais on va dire en général proches de son milieu politique d'origine, qui est celui, en Russie du moins, celui des turbopatriotes, hein, des gens qui se situent à la droite de Vladimir Poutine. Alors, quand vous êtes en quête d'informations fraîches, aussi sèches que possible,
Sur la Russie, je ne vous recommanderais pas forcément son blog en premier parce qu'il a une approche assez littéraire. Alors souvent c'est très intéressant, mais bon, il faut savoir ce qu'on recherche, hein. Si c'est vraiment pour euh, une veille, on va dire, informative, le plus possible en temps réel, simple à déchiffrer, etc., Rollo Slavski n'est pas forcément le meilleur choix. Mais en l'occurrence, il a fait le travail, il s'est donné la peine de faire un tour d'horizon assez complet des réactions de divers personnalités médiatiques, hein, des pundits, comme on dirait en anglais, de divers organes de presse, de divers canaux Telegram d'ailleurs aussi, dont certains sont très très suivis, notamment ceux qui surfent sur l'intérêt populaire évidemment énorme, surtout en Russie, pour l'actualité ukrainienne. Et donc, il a fait le tour. Alors, commençons, parce que bon, bah, la liberté d'expression, surtout depuis le début de l'opération militaire spéciale, n'étant malgré tout pas exactement en Russie ce qu'elle est en Occident, je ne dis pas que c'est toujours forcément mieux en Occident, disons que simplement les règles et les rapports de force ne sont pas forcément les mêmes. Commençons donc par situer toutes ces réactions par rapport à la position des autorités russes. Au moment où je parle, donc vers 14h30 heure de Budapest, le lendemain des événements, hein, le jeudi 24 août 2023, il me semble, ça fait 1 ou 2 heures que j'ai pas vérifié, mais il me semble que les autorités russes considère toujours la chute, officiellement, la chute de cet avion comme un accident jusqu'à plus ample informé, c'est-à-dire n'ont pas officiellement identifié d'auteur d'un acte criminel dont cette catastrophe aérienne aurait été la conséquence et ont confirmé la présence de Yevgeny Prigojine ainsi que de Dmitri Ouskine à bord de cet avion, en partant, encore une fois, sous réserve de vérification, hein, au moment où je parle, en partant de la liste des passagers, hein, une liste doit toujours être déposée aux autorités aéronautiques, euh, pendant que, cela dit, une procédure d'identification des corps qui ont pu être récupérés est en cours, mais je n'ai pas encore vu de nouvelles s'appuyant sur cette procédure. Donc, pour tout le reste de cette vidéo, on va provisoirement supposer, ça peut être faux, que Yevgeny Prigojine, mais aussi Dmitri Ouskine et les 5 autres, hein, c'est-à-dire en fait l'état-major de Wagner, se trouvaient effectivement à bord de cet avion et ont donc effectivement perdu la vie dans la chute du dit avion. Pourquoi cette précision? Eh bien, parce qu'il existe aussi l'hypothèse de l'exfiltration, c'est-à-dire la possibilité théorique qu'en réalité, au moins Yevgeny Prigojine, mais peut-être en réalité aucun euh, des, des officiers de Wagner portés sur cette liste n'ait été réellement présent dans l'avion qui s'est écrasé, et soit en ce moment quelque part en Afrique où est commencée une nouvelle vie sous une fausse identité. C'est une possibilité que j'avais pour ma part évoquée dès hier soir à l'annonce de la catastrophe aérienne. Euh, je m'étais assez vite fait taxer de complotisme d'ailleurs. Et donc j'avais pas retiré d'ailleurs j'avais émis cette hypothèse sur mon fil Telegram. Je n'avais pas retiré la publication, enfin, du coup, j'en étais plus si fier, jusqu'à ce que je constate que Gabor Steer, j'ai reflété ensuite ses propos là aussi sur mon fil Telegram, donc tout de même le plus expérimenté des post-soviétologues hongrois, évoquait aussi cette possibilité, sans l'accréditer plus que d'autres, mais avait lui aussi cru bon quand même de mentionner l'existence d'une telle hypothèse. Refermons donc cette parenthèse concernant la réalité hein, du décès brutal
pas forcément criminelle, mais en tout cas brutale, de Yevgeny Prigojine. Partons du principe euh, qu'il était effectivement à bord de cet avion qui s'est écrasé. La position officielle des autorités russes est pour l'instant, me semble-t-il, sous réserve de vérification, qu'il s'agirait, jusqu'à plus ample informé, d'un accident. Mais comme Roloslavski le fait, à mon avis, très justement remarquer, à vrai dire, la position officielle des autorités russes du Kremlin sur cette question n'est pas très intéressante. En effet, à partir du moment où on maîtrise un tant soit peu le contexte dans lequel ces faits se produisent, on se rend compte euh, que du point de vue des déclarations officielles du Kremlin, il y a à vrai dire une seule alternative euh, qui en réalité n'en est même pas tellement une. C'est-à-dire que le Kremlin, dans la situation où on se trouve, peut soit dire finalement comme tout gouvernement soucieux désireux de beauté en touche, hein, qu'il s'agit plus ample informé, il s'agit a priori d'un regrettable accident, ou bien c'est le seul autre choix en réalité, hein, une fois qu'on a fait le tour du problème, déclarer qu'il s'agit d'un acte de terrorisme et en accuser l'Ukraine. L'ennui, c'est que comme on a pu le constater à diverses reprises, et j'avais déjà évoqué cette question, je mettrai en lien les vidéos concernées, euh, les accusations de terrorisme et notamment d'assassinat commis sur le territoire russe à l'encontre des autorités de Kiev sortent en quelque sorte du domaine du vérifiable, pour la simple raison qu'on peut partir du principe que les Kieviens revendiquent une fois qu'un tel assassinat leur aura été reproché, le revendiqueront pour ainsi dire à tous les coups, qu'ils en aient été l'auteur ou pas. Et en effet, quand on réfléchit un tant soit peu au background de guerre communicationnelle qui est celui sur fond duquel se produisent ces déclarations, ces événements et ces déclarations, on comprend qu'en réalité Kiev non plus n'a pas le choix. Donc finalement que le Kremlin décide d'accuser Kiev ou pas, c'est plutôt une question de politique, de stratégie communicationnelle, que ça n'a a priori pratiquement aucun rapport avec d'une part la réalité de ce qui s'est passé, d'autre part la réalité de ce que le Kremlin sait de ces événements. Et par conséquent, que le Kremlin dise que c'est un accident, a priori un accident, ou que ce sont les Kieviens, ça revient plus ou moins au même. Je dirais que les probabilités d'une déclaration sincère en provenance du Kremlin sont probablement, de mon point de vue, plus élevées dans le cas de la thèse de l'accident. En effet, pour ma part, je serais, à vrai dire, très surpris de découvrir que le régime de Kiev a les moyens sur le territoire russe d'une telle opération. Je n'en suis pas sûr. J'avais déjà émis de sérieux doutes à l'époque de l'assassinat de Daria Dugina. Mais bon, comme ça, c'est une chose admise dans l'opinion russe, qu'il existe, que ce soit vrai ou pas, une cinquième colonne ukrainienne sur le territoire russe. Ça fait partie des commanditaires externes que le Kremlin peut assumer. C'est-à-dire, même si c'est finalement, quand on y réfléchit, pas très glorieux de reconnaître que cet ennemi, finalement, quand même assez lointain, vu de Moscou, a les moyens de descendre des jets privés, y compris transportant des dignitaires du régime ou d'anciens dignitaires du régime à proximité de Moscou, mais ça fait quand même partie du domaine du disciple, on va dire, du point de vue de la communication politique du Kremlin. Si en revanche le Kremlin nous dit que, eh bien, on ne sait pas, c'est a priori un accident, euh, il y a plus de chances pour que ce soit vrai, enfin du moins pour que ce soit sincère, que ça reflète l'état effectif de leur connaissance, et ce notamment dans deux cas.
L'un de ces cas, c'est le cas dans lequel il se serait effectivement produit un accident. On ne peut techniquement pour l'instant pas l'exclure. Et l'autre, qui me semble un peu plus probable, c'est l'hypothèse d'un tiers, hein, d'un commanditaire, donc d'un attentat ayant provoqué cette catastrophe aérienne, euh, et qui aurait été commandité par, comme dit Gabor Stier, un tiers. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est ni le Kremlin ni l'Ukraine. Si tel était le cas, il faut évidemment partir du principe que ce tiers agirait probablement sur le territoire russe, mais à l'insu du Kremlin. Auquel cas le Kremlin pourrait être sincère en disant que, de son point de vue, a priori c'est un accident, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres informations. Ce qui déjà en soi ne serait pas très glorieux, hein, rapporté à l'idée que beaucoup se font, y compris en Occident, de l'omnipotence de Vladimir Poutine, du FSB, etc. Parce que ça reviendrait à reconnaître que non seulement la fameuse cinquième colonne ukrainienne, existante ou pas, est capable d'opérer sur le territoire russe, mais qu'en plus elle n'est pas la seule. Que donc finalement c'est un peu une auberge espagnole où pratiquement tous les services secrets, les espions, les terroristes du monde viennent exécuter les basses œuvres d'un tel ou d'un tel. Bon. Et ceci est précisément la raison pour laquelle, quand bien même le Kremlin disposerait d'informations sur un attentat commandité par un tiers et qui aurait provoqué cette catastrophe aérienne, il est extrêmement peu probable que ces informations seraient rendues publiques. C'est-à-dire que dans ce cas aussi, on peut s'attendre de la part du Kremlin à soit des déclarations tendant à accréditer la thèse de l'accident, ou du moins à reconnaître son ignorance, soit à l'accusation désormais coutumière, hein, donc d'essayer de refiler le bébé au régime de Kiev. Et puis il reste évidemment une hypothèse, un scénario qui, alors ça c'est assez curieux, à l'Ouest, il est admis de manière presque universelle, et ça n'est pas du tout le cas en Russie. C'est évidemment le scénario dans lequel, eh bien, le Kremlin a tout simplement été le commanditaire d'un attentat qui a coûté la vie à Evgeny Prigojine. Et bien évidemment, c'est là aussi une hypothèse qui mène au même résultat que les précédentes, c'est-à-dire que si tel a été le cas, eh bien le Kremlin va de toute façon parler soit d'accident, soit d'attentat ukrainien, étant donné qu'il ne peut décemment pas reconnaître publiquement s'être rendu coupable d'un assassinat extrajudiciaire. Hein, parce que si c'est ce qui s'est produit, c'est quelque chose de parfaitement illégal et anticonstitutionnel en Russie, autant que ça le serait en France, aux États-Unis, bon, ou à peu près où vous voulez dans le monde civilisé. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais eu lieu, et là on pense Gabor Stier l'a d'ailleurs aussi évoqué, on pense à ce malencontreux accident d'hélicoptère qui en 2002 a coûté la vie au général Lebed, hein, qui avait été candidat à la présidence de la Fédération de Russie contre Vladimir Poutine. Mais enfin, on va dire que ça fait partie de ces conséquences de la raison d'État que la main droite de l'État n'est pas censée communiquer à la main gauche, ou je ne sais plus si c'est l'inverse. Enfin, vous m'avez compris, ça ne sera jamais officialisé. Alors, quand on s'intéresse aux réactions en Russie, on se rend compte que cette dernière hypothèse, eh bien, est pratiquement celle qu'on ne trouve nulle part. Mais là, évidemment, on a besoin d'un petit exercice d'interprétation, parce que c'est une observation qui n'est pas compréhensible, à moins de préciser aussitôt que celui donc le journaliste, le blogueur, la personnalité médiatique qui s'aviserait de d'émettre une telle hypothèse, autrement que sur un mode purement allusif, hein, du sous-entendu, bon, bah, s'exposerait à des conséquences policières et judiciaires.
On peut donc soupçonner beaucoup de Russes d'avoir, comme la grande majorité des Occidentaux, cette hypothèse à l'esprit, et simplement de ne pas oser en parler, ou tout au plus d'y faire quelques allusions demeurant relativement transparentes. Mais pour ma part, je ne pense pas, et j'ai l'impression que Roloslavski d'ailleurs ne pense pas non plus, que cette attitude-là soit majoritaire en Russie. En d'autres termes, une grande partie de ceux qui évoquent d'autres hypothèses concernant la mort maintenant très probable de Yevgeny Prigogine, pour beaucoup le font sincèrement et pas simplement par peur d'éventuelles rétorsions s'il mentionnait l'hypothèse que tout le monde, à l'Ouest du moins, a à l'esprit. Alors, côté russe, l'hypothèse de l'accident, c'est celle qu'on va vraiment trouver chez les personnalités, les organes médiatiques les plus inféodés au pouvoir. Hein, c'est-à-dire, ce sont, disons, des voix qui ne cherchent même pas vraiment à être crédibles, mais juste à montrer au Kremlin l'étendue de leur loyauté. Donc, typiquement, des journalistes travaillant à Russia Today, hein, donc cités par Roloslavski, évoquent cette possibilité qui, bon, n'est franchement pas en tête de la liste des probabilités, hein, on va dire. L'hypothèse, en revanche, visiblement majoritaire côté russe, donc non pas du côté des autorités russes, mais de la blogosphère et des médias, en tout cas des médias nationalistes russes, c'est l'hypothèse d'un attentat ukrainien. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Il y a une estimation à produire, ça n'est pas facile, de la proportion, donc au sein de cette majorité, on va dire, de voix médiatiques, partant plus ou moins du principe que c'est un coup de Kiev. Il faudrait voir combien le pensent sincèrement et combien cherchent simplement à relayer une hypothèse qui arrange le Kremlin, même si ça n'est pas, à ma connaissance pour l'instant, la position officielle des autorités russes. Donc une hypothèse qui, tout en étant franchement un peu plus crédible que celle de l'accident, mais n'embarrasse pas trop le Kremlin. Mais encore une fois, je pense qu'une partie de ceux qui se rallient à cette hypothèse l'ont fait sincèrement. Et ça, c'est particulièrement intéressant quand on compare ces réactions à celles qu'on a pu observer en Occident. En Occident, en effet, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, mais pratiquement toujours sans qu'ils s'en rendent compte, les poutinophobes, hein, ce qui représente plus ou moins le mainstream médiatique, libéral, gauchiste, bon, et les poutinolâtres du camp dit pro-russe sont une fois de plus parfaitement d'accord pour considérer que c'est un attentat ourdi par le régime, hein, ordonné par Vladimir Poutine. Et tandis que les poutinophobes s'en horrifient, comme de tout ce que fait Vladimir Poutine, parce que c'est un attentat extrajudiciaire, et de ce point de vue, au demeurant, ils ont raison, les poutinolâtres, en revanche, en sont absolument ravis, parce que au moins depuis sa rébellion, ils avaient pris en grippe la personnalité de Yevgeny Prigogine. Alors parfois c'était une nouveauté, hein, puisque bon la poutinolâtrie étant un phénomène religieux, hein, même pas vraiment idéologique, plutôt religieux. Bon bah ce sont des réactions ad hoc. Hein, c'est-à-dire, bon, bah, Dieu est par définition bon. Il n'a jamais de mauvaises intentions. Donc, on a vu des poutinolâtres avoir une certaine sympathie pour Prigogine, qui pourtant avait pas, on va dire, forcément un profil. Enfin bon, n'entrons pas dans les détails. Une certaine sympathie jusqu'à sa rébellion, et puis à partir du moment où il a blasphémé contre leur dieu Poutine, tout d'un coup, on s'est rendu compte que mais de toute façon, ça a toujours été un mafieux, et d'ailleurs, il est probablement la solde des Occidentaux. Hypothèse au demeurant assez curieuse puisque les services occidentaux, pendant sa rébellion, ont visiblement fait tout leur possible pour montrer au Kremlin qu'ils ne mouillaient absolument pas là-dedans pour collaborer le plus possible à la stabilisation de la situation.
Enfin, toujours est-il que beaucoup de poutinolâtres occidentaux avaient pris Yevgeny Prigojine en grippe, prédisaient d'ailleurs, et pour, on va dire, les moins scrupuleux du lot, souhaitaient hein, son assassinat. Et voilà, ils ont eu satisfaction, c'est formidable, Prigojine a été éliminé, bravo Poutine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les pro-Poutine de Russie n'ont pas tous exactement la même réaction. Alors peut-être parce que certains avaient de ce côté-là une certaine sympathie pour Yevgeny Prigojine, le vainqueur de Bakhmout. Peut-être parce que d'autres, disons, essayent de produire un discours qui n'embarrasse pas trop le Kremlin. Mais je pense pour ma part aussi et surtout parce qu'en réalité, ce scénario qui fait tant plaisir aux poutinolâtres occidentaux, c'est-à-dire ah Poutine a enfin réglé son compte à ce salaud de Prigojine, ben eux en réalité les gênent un peu. C'est compréhensible parce que je parle des pro-Poutine russes, hein, donc des gens vivant en Russie. Alors d'une part, ce scénario, bon, il a ceci d'un peu gênant que bon, bah, ça revient à reconnaître qu'ils vivent dans un État où, en dernière instance, il n'existe pratiquement plus aucune forme de légalité. Mais aussi et surtout, parce que ça encore à la rigueur, la raison d'État, je dirais, dans la culture russe, c'est assez largement admis, mais aussi et surtout, et là je renverrai au propos de Gabor Steer que j'ai relayé sur mon fil Telegram, parce que il n'est pas si évident que ça que la mort dans ces conditions de Yevgeny Prigojine ait tellement fait les affaires du Kremlin que ça. Non que le Kremlin n'aurait pas eu à un moment ou un autre intérêt à se débarrasser de Prigojine, mais il y a comme le souligne Gabor Steer, il y a un problème de calendrier. C'est-à-dire que du point de vue de l'opinion russe, autant il aurait été relativement compréhensible pour beaucoup, autant le Kremlin aurait pu s'attirer une certaine approbation populaire, quoique pas universelle, en exécutant Prigojine et le reste des principaux mutins au moment de la rébellion. Hein, ils venaient de faire tirer sur des hélicoptères de l'armée russe, tuant des soldats russes. Donc, cour martiale, justice expéditive, c'était pas gagné d'avance, mais c'était jouable. À partir du moment, en revanche, où ça n'est pas l'option qu'avait retenue le Kremlin, hein, mais l'option retenue avait été celle de négociation, alors d'abord niée, ensuite discrète, ensuite de moins en moins discrète, et puis finalement tripartite avec Loukachenko qui s'en est mêlé, etc. À ce moment-là, disons qu'il aurait, en tout état de cause, été préférable d'attendre que les choses se tassent, c'est-à-dire de laisser passer pas mal de temps, de manière en souhaitant que beaucoup de gens allaient oublier tout ou partie de cette histoire, d'attendre si possible que les choses en Ukraine se soient au moins là aussi tassées, hein, ça veut pas forcément dire la fin de la guerre, qui finalement sur le papier n'arrivera d'ailleurs peut-être jamais, mais au moins son pourrissement hein, et son naufrage dans l'oubli, hein, qui de mon point de vue est là le scénario le plus prévisible. Bon. Et donc, une fois qu'on ne parle plus tellement d'Ukraine, une fois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, etc., bon, ben voilà, il arrive un accident malencontreux à Yevgeny Prigojine, ce qui rappelle quand même aux insiders, hein, aux joueurs dans le jeu politique russe, eux généralement ont une meilleure mémoire que le téléspectateur moyen, voilà, leur fait une petite piqûre de rappel, hein. Souvenez-vous que trahir le patron, ça a un prix. Bon. L'événement se produit à un moment donc entre ces deux euh, limites temporelles, hein, donc un peu entre deux chaises, on va dire, et en plus juste après qu'ait été officialisée la nouvelle de
la destitution, enfin le fait que donc le général Sourovikine, hein, qui avait pris parti pour la rébellion de Prigojine, mais qui lui, bon, est une véritable star du milieu militaire russe, à qui on attribue une grande partie des victoires de Syrie et aussi l'échec apparemment en cours actuellement de la contre-offensive ukrainienne qui vient s'écraser contre les lignes de défense conçues par Sourovikine. Or, on venait d'apprendre que ce Sourovikine, dont la popularité est importante en Russie, probablement bien plus importante, surtout depuis la rébellion, que celle de Prigojine, a été écarté de l'état-major, hein, a perdu ses fonctions. Il avait même été question d'un arrêt domiciliaire. Enfin bon, ça c'est pas clair. Et donc, faire disparaître, supposer que ce soit un attentat, Prigojine, juste après ça, disons que ça brouille un peu le message, hein. C'est-à-dire que autant une bonne partie des turbo-patriotes qui auraient pu et qui probablement d'ailleurs se réjouissent, hein, de la disparition de Prigojine, je pense par exemple à Strelkov, euh, a priori se réjouissent moins du fait que Sourovikine ait été écarté. Et d'ailleurs, Strelkov, ben, même s'il se réjouit, il se réjouit depuis sa prison, hein, puisque, je le rappelle, il y a à peu près un mois, été embastillé, hein, pour extrémisme. Je mettrai un lien vers la vidéo que j'avais consacrée à cet événement à ce moment-là, par le Kremlin. Voilà, donc ça c'est une première observation, hein, une première conclusion de ces comparaisons. C'est cette apparente déconnexion, on va dire, des réactions poutinolâtres occidentales et des réactions poutinistes russes à un même événement. Et cette déconnexion s'explique, eh bien, tout simplement par le fait que les gens qui soutiennent Vladimir Poutine et son régime en Russie, ils ont généralement des raisons relativement concrètes. Il y a aussi de l'idéologie, hein, je prétends pas le contraire, mais ils ont souvent des raisons relativement concrètes de le faire, parfois même tout à fait matérielles, hein, dans le cas de ceux qui sont payés pour soutenir le régime. Euh, Tandis que la poutinolâtrie en Occident, eh bien, c'est une religion, c'est un univers parallèle dans lequel voilà, on s'imagine des hostilités, des rapports de force, bon, il y a tout un récit, hein, c'est un monde enchanté, hein, c'est un Disneyland, et qui, à vrai dire, ne correspond bien évidemment pas du tout, hein, à la réalité sociale, politique, militaire, tout simplement à la réalité de cette Russie dont Vladimir Poutine, hein, donc idole centrale de la religion en question, se trouve être dans le monde réel le président. Mais il y a une autre observation que je voulais encore faire avant d'en finir, et c'est une, on va dire, troisième hypothèse, hein, puisque l'hypothèse donc de l'attentat commandité par le Kremlin est indicible en Russie. Reste donc l'hypothèse ukrainienne, l'hypothèse de l'accident. Bien, mais il y a une troisième hypothèse au moins dans les extraits rassemblés par Roloslavski, on ne la trouve même pas. Moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir trouvée sous une forme explicite. Euh, mais disons qu'on peut lire un certain nombre de remarques contenues dans ces extraits comme des allusions à une telle hypothèse. Et c'est l'hypothèse d'un acte commandité par un tiers, hein. Donc c'est l'hypothèse de l'intervention sur le sol russe de services qui ne seraient ni russes ni ukrainiens. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que dans les extraits rassemblés par Slavski, ces allusions, on les trouve où? On les trouve dans celles de ces sources médiatiques qui sont les plus proches de Wagner. Donc des gens qu'on peut tout de même soupçonner d'avoir une image un peu plus claire de la situation concrète exacte qui était celle de Yevgeny Prigojine à la veille de son décès, s'il est effectivement mort hier. Et que nous disent ou que sous-entendent probablement ces sources-là?
Eh bien, l'une de ces sources fait par exemple remarquer que ce décès est une excellente nouvelle pour la France. Alors que veut-il dire par là? La France, bon, pas si vous voulez pour la Bourgogne, le Loir-et-Cher, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Non, c'est une excellente nouvelle pour la France-Afrique, évidemment. La France-Afrique, dont le blogueur en question, donc proche de Wagner, promet d'ailleurs, entrevoit la renaissance, ou en tout état de cause, si elle doit être remplacée, à son avis, elle ne sera pas remplacée par la Russe-Afrique, hein. Pour lui, le, la chute du jet de Yevgeny Prigojine marque la fin des projets de Russe-Afrique. Alors, est-ce que les services français ou d'ailleurs les mercenaires de certains intérêts privés, parce que bon, euh, exactement comme dans le cas de la Russie, Russie Wagner, hein, la France-Afrique, ça a aussi l'air d'être un truc assez public-privé, hein. Donc, est-ce que de tels intérêts auraient pu être mouillés dans l'élimination, s'il a été éliminé de Yevgeny Prigojine? La question reste ouverte. Et moi, je fais juste remarquer au passage que c'est un point qui s'ajoute, on va dire, à la liste de ces problèmes de calendrier qu'a évoqué en premier Gabor Steer, hein. C'est-à-dire que, en plus de toutes les raisons susmentionnées, éliminer, à supposer que ça a été une décision du Kremlin, ce dont je suis pas sûr du tout, hein, au demeurant pour ma part, éliminer Prigojine juste au moment où il était, où le récit présenté à l'opinion non seulement russe mais internationale, c'était que Prigojine va être et Wagner en fait vont être éloignés de Russie et réaffectés à d'une part la Biélorussie, je pense que c'est assez symbolique, d'autre part et surtout à pour le dire dans des termes un peu plus clairs que la propagande russe, la conquête d'un empire colonial russe en Afrique au détriment de la France-Afrique. Alors certes, ça, ce sont des effets d'annonce qui auraient très bien pu, hein, pour ceux qui croient à l'hypothèse d'un attentat du Kremlin, on pourrait, oui, s'imaginer que le Kremlin a utilisé de tels effets d'annonce pour endormir la méfiance de Prigojine. C'est techniquement pas impossible. Mais enfin, je dirais que le coût de l'opération est extrêmement élevé. Parce que mettez-vous à la place, donc par exemple, de ces régimes militaires issus éventuellement de coups d'État récents quelque part au fin fond de l'Afrique, hein, qui comptaient énormément sur la Russie, mais avant tout sur Wagner, hein, le contact direct. C'était Wagner et c'était même plus exactement Prigojine, hein. Dans ce genre d'atmosphère et ce genre d'histoire, les liens personnels ont une immense importance. Bon, et donc mettez-vous à la place de ces petits potentats africains qui découvrent avec le journal du petit déjeuner euh, que leur pote est finalement la garantie de leur sécurité, hein, après l'avoir joué à l'envers à la France-Afrique. Leur pote Yevgeny Prigojine vient de disparaître dans des circonstances extrêmement suspectes sur le territoire de la Fédération de Russie. Je dirais qu'en termes de communication, c'est pas top. Voilà, donc quelques bonnes raisons de remettre en cause nos préjugés, enfin les préjugés euh, les plus répandus en Occident sur cette affaire, hein, où on a un débat, on va dire, une fois de plus, dominé par le moralisme, hein. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal d'éliminer Prigojine? Mais attendez, il faut d'abord se demander s'il a effectivement été éliminé et si, dans le cas où il a été éliminé, s'il a effectivement été éliminé par le Kremlin. Et si jamais tel n'a pas été le cas, à ce moment-là, il faut aussi se demander qu'est-ce que cela signifie concernant la réalité du pouvoir russe actuel? Que signifie le fait que des forces qui ne sont même pas forcément celles de la puissance belligérante, hein, de l'ennemi ukrainien soient éventuellement capables
de ce genre d'action sur le territoire de la Russie. Dernière petite remarque concernant cette hypothèse de l'attentat commandité par un tiers éventuellement français. Si tel avait été le cas, à ce moment-là, ce ne serait peut-être pas une première, ce ne serait peut-être pas la première fois que de tels intérêts, appelons-les intérêts de la France-Afrique, frappent sur le territoire russe, et ce mortellement. Il se trouve en effet qu'il y a à peu près un an, était assassiné, pas très très loin de l'endroit où s'est écrasé le jet de Yevgeny Prigojine, Daria Dugina, donc la fille du philosophe, idéologue Alexander Dugin. Et même si la plupart des versions disponibles de ces faits déplorables partent du principe que la cible de l'attentat était Alexander Dugin lui-même et que sa fille n'en est devenue la victime que du fait d'un échange de véhicules, cela non plus, à vrai dire, on ne peut pas en être sûr. Il y a des versions, il y a des analyses de ces événements dans lesquelles Daria Dugina, on part du principe que Daria Dugina était la cible visée, ce qui au passage devrait à mon avis exclure l'hypothèse d'une responsabilité ukrainienne, parce qu'en termes d'image, ça aurait été une erreur dont je pense même le régime kievien n'est pas capable, hein, ils sont pas bêtes à ce point. Et à ce moment-là, il faudrait donc chercher à l'attentat des commanditaires soit russes, soit occidentaux. Alors, quand on part dans cette direction-là, celle d'éventuels commanditaires occidentaux euh, à l'attentat dont a été victime Daria Dugina, il est bon de se souvenir que cette dernière avait, comme son père, mais on va dire qu'elle avait pris le relais hein, de ce point de vue de son père, et que au cours des années qui ont précédé sa mort, elle avait eu une activité extrêmement intense, probablement encore plus intense que celle de son père, qui passe plus de temps en Russie, qui passe plus de temps à écrire. Bon. Une activité extrêmement intense en Afrique, hein, une activité de diplomatie culturelle, mais qui, bon, de toute évidence, servait les mêmes intérêts impériaux russes que dans un autre domaine, la progression sur le terrain du groupe Wagner en Afrique. Il existe donc, je pense, des intérêts privés publics de France-Afrique, appelons-les comme ça, je suis pas sûr qu'ils méritent vraiment le nom d'intérêt français, qui, en tout état de cause, ont eu intérêt, avaient intérêt, ne peuvent que se réjouir de l'élimination aussi bien de Daria Dugina que de Yevgeny Prigojine, chose qui en soi évidemment ne prouve rien, mais constitue tout de même un faisceau de présomption. Étant donné que pour ma part, j'aurais même tendance à dire que de tels intérêts euh, auraient pu avoir davantage intérêt à ces deux éliminations que, d'une part, le Kremlin, contrairement à ce que beaucoup pensent dans le cas de Prigojine en Occident, et d'autre part, l'Ukraine, contrairement à ce que beaucoup pensent dans le cas de Daria Dugina, là aussi en Occident. Alors vous me direz peut-être que oui, bon, tout ça c'est des élucubrations, mais si finalement, et si c'était le cas, pourquoi est-ce que le Kremlin ne le dirait pas? Ou moins dans le cas de Prigojine. Parce que bon, attribuer à Kiev l'élimination de Daria Dugina en termes de communication, c'est plutôt bien, hein. Ça a permis de créer une Jeanne d'Arc russe. Bon, mais ça n'est évidemment pas le cas, ou en tout cas avec une section franchement plus étroite de l'opinion russe de Yevgeny Prigojine, hein.
ceux qui accepteront son entrée dans le panthéon des héros russes sont bien moins nombreux que dans le cas de Daria Dugina. Et tous les soupçons, en Occident du moins, en Russie, une partie des soupçons au moins, portent en ce moment sur le Kremlin. Donc pourquoi ne pas se disculper euh, en disant non pas que c'est les Ukrainiens qui ont fait le coup, ce qui finalement revient à leur reconnaître un succès, hein. Ils ont pu venger Bakhmout, bon, mais eh bien, en disant la vérité, à supposer que le Kremlin la connaisse, et en dénonçant d'éventuels commanditaires occidentaux. Alors pourquoi est-ce que le Kremlin ne le fait pas? Peut-être parce qu'en fait il n'en sait rien. Et là on reviendra au cas de figure suivant, que je vais tout de suite développer. Ou peut-être parce qu'à supposer que le Kremlin ait connaissance de telles activités, en termes communicationnels, en parler n'est pas simple. D'une part, parce que il manque on va dire un récit cadre, simplement du fait que bon bah voilà le Niger, le Burkina Faso, c'est pas le Donbass, hein. Il y a pas une sensibilisation comparable de l'opinion russe, hein. Autant Bakhmout, c'est facile à vendre comme défense de la mère patrie, autant les intérêts, appelons les choses par leur nom, néocoloniaux, hein, de la Russie dans le Sahel, ça vend moins de rêves, on va dire, hein, du point de vue de l'opinion russe. Puisque, bon, bah, disons le mot, ce sont avant tout des affaires de gros sous. Et puis, je pense aussi, accessoirement, peut-être pas qu'accessoirement, parce que en parler, ça reviendrait pour le Kremlin à reconnaître sa nature, si telle est sa nature. Je n'en ai pas la certitude, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main, sa nature de... Alors certains parleraient d'un régime faible, moi je parlerais plutôt d'un régime multipolaire, hein. On aime bien mettre multipolaire à toutes les sauces côté pro-russe, mais j'ai l'impression que c'est un qualificatif qui s'applique aussi très bien aux réalités internes de la politique russe, hein, où disons, ce régime Poutine, par certains aspects, fait beaucoup penser. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas, je ne fais pas de réduction ad Hitlerum, je ne traite pas Vladimir Poutine de deuxième Adolf Hitler ou ce genre de choses, ce serait absolument stupide. Mais bon, les historiens du Troisième Reich avaient remarqué cette spécificité, notamment quand on comparait à l'URSS de Staline, hein, de l'extrême décentralisation, à la limite, disons, de l'anarchie, hein, une sorte d'anarchie dictatoriale, là, du Troisième Reich, dans lequel, bah, si vous voulez, Göring avait son pôle de pouvoir, et puis Goebbels avait le sien, et puis il y avait Heydrich, et puis bon, voilà. Et bon, souvent j'ai l'impression qu'en fait le régime poutinien est organisé un peu comme ça, probablement à dessein d'ailleurs, puisque en réalité c'est une des conséquences paradoxales du pouvoir personnel, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir être sûr de garder la main, de tout simplement pas se faire grand remplacer par l'un de ses rivaux, et ce à moindre coût, une solution assez ergonomique, hein, souvent adoptée, Hitler l'avait adoptée, il se pourrait que Poutine l'ait adoptée, c'est de constamment organiser la mise en compétition de ses rivaux potentiels en se conservant toujours le rôle de l'arbitre. Alors simplement, ça c'est le genre de structures qui parfois sont engagées dans des dynamiques positives d'où émergent des synergies et qui les rendent à ce moment-là beaucoup plus efficaces que, par exemple, des structures beaucoup plus centralisées, hein. Là, on peut penser à certains épisodes, à certains moments, disons, de la Deuxième Guerre mondiale, à la très claire supériorité organisationnelle du Troisième Reich sur l'URSS de Staline, mais dans d'autres contextes, notamment dans des contextes de fragilité, ce genre de structures peuvent aussi démultiplier les fragilités, euh, notamment, disons, en multipliant, pour le dire de manière métaphorique, ces interstices
par lesquels des influences extérieures, voire hostiles, vont pouvoir très facilement, en fait, s'infiltrer dans le régime et sur son territoire. Si tel devait être le cas, encore une fois, je n'en ai pas la certitude, je dirais que cette disparition brutale de Yevgeny Prigojine serait un bon exemple, même pratiquement un cas d'école, hein, étant donné que le lendemain des faits, on est toujours là à se demander qui a fait le coup, hein, parce que ça pourrait être le groupe rival au sein des structures militaires russes dont Yevgeny Prigojine a été exclu il y a 2 mois, c'est-à-dire l'état-major autour de Shoigu et Gerasimov, ses ennemis jurés. Les observateurs, par exemple, Gabor Steer, ne peuvent pas exclure cette possibilité, c'est-à-dire que l'état-major russe commandite des attentats sans nécessairement en informer le Kremlin. Ça peut être, c'est une autre hypothèse qui avait été soulevée, qui a été soulevée hier par Gabor Steer, une partie, dans ces termes, hein, une tendance, une aile du FSB où certains mâles alpha, hein, on va dire, de ce monde des, des Siloviki auraient eu des vues, auraient convoité les affaires très juteuses de Yevgeny Prigojine en Afrique. Bon, si tel est le cas, est-ce qu'ils seront réellement capables de le remplacer dans ces attributions africaines? L'avenir le dira. Et toutes ces hypothèses, finalement, d'une certaine manière, restent encore rassurantes du point de vue de la stabilité du pouvoir russe, étant donné que même s'il y a un peu de jeu, mais on pourrait dire avec un peu de cynisme que au moins ça resterait en famille. C'est-à-dire que toutes ces hypothèses concernent de potentiels commanditaires russes d'un éventuel attentat, exactement comme l'hypothèse dominante en Occident, qui est tout simplement que ce commanditaire serait le Kremlin. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seules hypothèses qui, à mon avis, méritent d'être prises au sérieux. Et je pense que celle de l'attentat commandité par un tiers, comme dit Gabor Steer, mérite aussi d'être examiné, ne peut pas être écarté d'un revers de la main. Sur ce, circuler, il n'y a rien à voir.